on peut raisonnablement avancer que tomber de n'importe quelle hauteur peut être très dangereux. C'est encore plus vrai lorsqu'on tombe d'un avion, et bien pire quand ça arrive sans parachute. L'astuce est alors de créer une résistance à l'air pour ralentir la descente. Alors utilise ta chemise, ton pantalon ou la position de l'ange, n'importe quoi pour réduire un peu la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi à l'impact. Certains ont plus de chance que d'autres. Une Yougoslave, travaillant comme hôtesse de l'air, a survécu à une incroyable chute le 26 janvier 1972, après que l'avion à bord duquel elle travaillait a explosé en plein vol. Tombant d'une hauteur de 10 000 mètres, elle a réussi à survivre, mais a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Les experts ne sont pas d'accord sur la bonne façon d'amortir la chute, mais il y a définitivement une mauvaise façon, atterrir sur ta tête. Te souviens-tu de la règle des 3 pour la survie des êtres humains ? 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de base, mais certaines personnes parviennent à tirer un peu sur la corde. Si regarder un coucher de soleil, humer le parfum des fleurs ou commander un gros hamburger juteux est important pour toi, eh bien sois reconnaissant envers ce délicieux gaz qu'est l'oxygène. Ou bien essaie de faire une seule de ces choses sans lui. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un adulte. Au bout de 10 minutes, eh bien, il n'y a généralement pas de retour à la vie possible. Cela varie bien sûr d'une personne à l'autre en fonction du niveau de forme physique, mais il y en a qui adorent repousser les limites. La plus longue durée pendant laquelle quelqu'un a retenu son souffle a été de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion. Les frères White n'ont qu'à bien se tenir. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites de l'apnée en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlé. Juste avant de passer sous l'eau, il a aspiré de l'air comme un poisson pour essayer d'emmagasiner le plus d'oxygène possible. Étrangement, retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme. Non seulement l'oxygène est important, mais aussi la précieuse H2O et les aliments savoureux. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour survivre. Si nous ne pouvons pas remplacer rapidement la perte d'eau, il ne nous reste que 3 jours à 1 semaine avant que tout ne soit terminé. L'humidité de l'air, notre âge, notre activité physique et notre santé jouent un rôle énorme dans la rétention d'eau dans notre corps. Lorsque nous manquons d'eau, les zones importantes de notre corps, comme le cœur et le cerveau, puisent de l'eau partout où elles le peuvent. Comme une éponge, ces organes absorbent tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En 1979, un Autrichien dans une cellule de détention a tenu 18 jours sans eau. Il aurait léché la condensation sur les murs de la prison pour rester hydraté. Quelle est la chose la plus effrayante de l'univers ? Un réfrigérateur vide. Sans aucune calorie, ton corps commence à se nourrir de lui-même. Pas exactement le régime que tu avais prévu pour cette année. Pendant les premiers jours, nos réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque tout cela est épuisé, notre corps commence à cibler la graisse, les muscles et les autres protéines, jusqu'aux os. Le jeûne est un moyen courant de laisser notre corps consommer les réserves dont nous disposons. Le plus long des nombreux jeûnes du Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le plus long jeûne connu a été celui d'un jeune homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 à 81 kilos. Notre corps est équipé pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment de supermarché où faire les courses. Cela a fait de nous des créatures plutôt bien armées pour faire face à la faim. En tant qu'humains, nous pouvons faire face à de nombreuses situations de survie extrêmes, mais combien de temps peux-tu nager dans de l'eau glacée sans te transformer en bâtonnet glacé ? Que se passe-t-il si tu es coincé dans le désert ou au sommet d'une montagne ? Escalader les sommets du monde, comme les Rocheuses, les Alpes ou même le mont Everest, est un défi alléchant, mais le vrai danger réside dans le mal aigu des montagnes. Il touche environ la moitié des grimpeurs. À partir d'environ 1500 mètres d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête. Certains peuvent même avoir des insomnies. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent notre corps. La perte de conscience devient un gros problème pour la plupart des gens à partir de 5000 mètres d'altitude sans préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons ou pire encore.
Le mal aigu des montagnes ne se soucie pas que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, pantouflard ou athlète. L'Everest est haut de 8800 mètres et constitue le défi ultime pour les alpinistes. C'est comme grimper 20 fois l'Empire State Building ou 2 fois le Walk of Fame de Hollywood. L'Autrichien Felix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté de 128 000 pieds d'altitude, soit près de 40 km. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi le premier parachutiste à avoir dépassé la vitesse du son, atteignant le chiffre ahurissant de 1340 km/h. Il avait évidemment un équipement adéquat, notamment une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et des systèmes de sécurité. Si tu vas en altitude, souviens-toi des 5 P. Une planification propre prévient les pauvres performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le véritable danger pour nous. Moins l'air est humide, plus l'eau reste là où elle doit être, à l'intérieur de notre corps. Es-tu déjà entré dans un sauna à plus de 110 degrés Celsius? C'est tellement chaud et humide que tu ne tiendrais probablement que 3 ou 4 minutes maximum. Attends, les humains ne peuvent pas fondre. Si, au-dessus de 40 degrés Celsius, il y a un réel risque de coup de chaud. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à notre température corporelle habituelle, mais c'en est un. Imagine que tu sois perdu dans un désert pendant quelques jours, et pas n'importe quel désert, le plus chaud du monde. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre l'a été dans le Nevada, une température folle de 56,7 degrés Celsius. Se refroidir très rapidement peut aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir quasiment impossible une fois que tes organes commencent à s'arrêter et que l'hypothermie s'installe. Dès que notre corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, nos muscles commencent à se raidir. C'est pourquoi tu ne ressens plus le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner pour produire de la chaleur est le moyen naturel de notre corps pour garder nos organes au chaud, mais cela ne fonctionne que dans l'air. Dans l'eau froide, frissonner draine ta chaleur corporelle encore plus rapidement. Si tu n'as jamais entendu parler du Club des 300, c'est normal. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants se réchauffent dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis, ils enfilent leurs bottes et courent dehors où il fait moins 73 degrés Celsius. Non seulement ils doivent supporter le changement de température de 166 degrés, mais ils doivent aussi courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer à nouveau. C'est l'heure de faire un petit somme. Le sommeil est très important pour le corps et c'est peut-être pour cela que sortir du lit le matin est si difficile. Nous avons besoin de sommeil pour recharger nos batteries après la longue journée que nous venons de passer. Notre cerveau peut mal fonctionner en cas de manque de sommeil et 8 bonnes heures de sommeil sont idéales pour un système immunitaire sain. Dormir améliore notre mémoire, notre cœur et nous met de meilleure humeur pour la journée. Randy Gardner et ses amis ont décidé de tester les limites de l'éveil dans le cadre d'un projet d'ExpoScience. Ils ont réussi à rester éveillés pendant 11 jours et 25 minutes. Lorsqu'il a été testé pendant et après l'expérience, Randy parvenait à jouer au basket et n'avait pas d'ondes cérébrales anormales. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un humain. C'est parce qu'il existe 3 types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Le danger réside dans le temps que nous devons passer assis alors que nous sommes projetés comme une poupée de chiffon. Plus nous restons assis longtemps, plus cela affecte notre corps. Nous faisons d'ailleurs l'expérience de la force G à la maison, simplement en nous asseyant trop rapidement sur le canapé, en éternuant ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque 10 fois plus que ce que ressent un pilote de course moyen. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il faut lutter contre le temps lui-même. Le record actuel de longévité chez l'être humain est détenu par Jeanne Calment, qui est née en 1875. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il fait sombre et ça sent mauvais. Tu ne portes rien d'autre qu'un pantalon et une chemise. Tu es allongé sur un sol en béton froid. Comment es-tu arrivé ici?
Soudain, les lumières s'allument et tu vois une porte en acier devant toi et un écran. Celui-ci s'allume et un homme masqué te dit que tu as 1 heure pour t'échapper de 6 pièces successives et gagner ta récompense en cash. Tu te lèves et vas jusqu'à la porte pour l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Soudain, des pointes sortent des murs et commencent à se rapprocher de toi. Tu n'as qu'1 minute pour sortir avant qu'elles ne te transpercent. Tu regardes dans la pièce pour essayer de trouver une clé. L'homme masqué te donne un indice. La clé est en toi. Tu paniques, imaginant le pire. Tu vérifies tes poches, mais rien. Les pointes se rapprochent de plus en plus. Tu commences à tâter partout sur tes vêtements et tu sens un objet dur dans ta chemise au niveau de ta taille. Il y a une fermeture éclair cachée dans l'ourlet et la clé se trouve dans une minuscule poche. Les pointes ne sont qu'à quelques centimètres de toi. Alors, tu te précipites vers la porte et tu la déverrouilles. Tu la refermes derrière toi et tu te retrouves dans la pièce numéro 2. Tu vois un salon et une cuisine, mais tout est littéralement sans dessus-dessous. Tout est collé au sol, qui est le plafond pour toi. La sortie est juste à l'autre bout de la pièce, mais tu dois de nouveau trouver la clé. Tu regardes autour de toi et te mets sur la pointe des pieds, atteignant un tabouret collé au plafond, tirant dessus pour le détacher. Le tabouret cède avec un bruit sec et tu t'écrases au sol avec. À ce moment-là, des objets commencent à tomber du plafond tout seuls. Petits au début, des couverts, un panier de fruits, mais ensuite tu vois des objets plus grands commencer à trembler légèrement. Si cette armoire tombe sur toi, tu frissonnes et scrutes la pièce à la recherche d'indices. Tu attrapes le tabouret, cours dans le salon et te mets debout dessus pour atteindre l'espace entre les coussins du canapé qui s'y trouve. Rien. Soudain, le canapé grince et l'un de ses côtés se détache du plafond. Tu tombes de frayeur et entends un fracas venant de la cuisine. Le plan de travail vient de s'effondrer sur le sol. Tu regardes autour de toi et un cintre avec une veste attire ton attention. Tu cours vers elle juste à temps pour esquiver le canapé qui s'écrase sur le sol. Tu trouves la clé dans la poche intérieure de la veste. Tu traverses la pièce, ouvres la porte et la refermes derrière toi juste au moment où une grande armoire tombe sur le sol et se brise en morceaux. La pièce numéro 3 est chaude et humide. Tu es dans une jungle tropicale d'intérieur. Juste devant toi se trouve ton premier obstacle, des sables mouvants. Tu sautes aussi loin que possible pour couvrir un peu de terrain et atterris à quelques centimètres de l'autre bord. Tu es dans le sable jusqu'aux chevilles, mais tu es rapidement aspiré dedans jusqu'à la taille. Tu agites tes bras en panique et l'un d'eux touche une liane au-dessus de ta tête. Tu t'y accroches et te hisses en sécurité. Ouf, c'était -1. Quand tu te relèves, tu vois que tu es au bord d'un canyon peu profond avec une rivière qui coule rapidement en dessous. Il y a 3 lianes qui pendent du plafond devant toi. Tu tires sur chacune d'elles, mais ce n'est pas suffisant pour vérifier si elles vont supporter ton poids. Tu trouves une pierre assez lourde et l'attaches à l'une des lianes. Tu la fais se balancer et crac, la liane se casse et la pierre éclabousse l'eau. Il n'y a plus de grosses pierres, alors tu dois faire ton choix. Tu fermes les yeux, tu te balances sur une autre liane et elle se casse aussi, t'envoyant directement dans la rivière. Le courant t'emmène vers ce qui ressemble à une chute d'eau. Tu regardes autour de toi en panique et tu remarques quelques racines qui dépassent de l'autre rive. Tu les attrapes dans un dernier effort et tu t'extrais de l'eau. En respirant fortement, tu lèves ta tête et vois la porte de la pièce suivante à quelques encablures. Tu t'y diriges sur tes jambes vacillantes. Elle s'ouvre automatiquement. La pièce numéro 4 est remplie de foin. Tu lis un panneau sur le mur qui dit « Trouver la clé est comme trouver une aiguille dans une botte de foin ». En regardant dans la pièce, tu entends une étincelle et tu comprends que le son provient d'une longue mèche qui vient d'être allumée. Son autre extrémité est enfouie dans une grande botte de foin. Une fois que la flamme aura atteint la pile, toute la pièce deviendra un four. Tu fouilles frénétiquement dans le foin. Tu es encore trempé et tu transpires abondamment, si bien que le foin colle à toi comme de la glu. En fouillant dans le foin, tu tombes sur quelque chose de gros et lourd, un détecteur de métaux. Tu l'attrapes et tu te mets à chercher. Quelques minutes passent avant que tu n'entendes le bip du détecteur. La mèche est à quelques centimètres de la botte de foin. Tu plonges ta main dedans et tu sens enfin la clé. Tu te précipites vers la porte juste au moment où la botte prend feu. Un puissant « whoosh » et la porte se referme derrière toi. Tu es en sécurité. La 5e pièce est plongée dans l'obscurité. Tu commences à marcher en tenant tes mains devant toi. Après une douzaine de pas, un projecteur lumineux s'allume et tu plisses les yeux. Tu te tiens sur une plateforme composée de 9 panneaux carrés et il y a un panier de basket à distance de lancer. Tu ne peux pas t'approcher davantage. Il y a un gouffre entre toi et le panier. Et à tes pieds se trouvent 5 ballons de basket.
Un écran s'allume au-dessus du panier et indique 0 sur 3. Tu dois donc faire entrer 3 ballons dans le panier pour aller plus loin. Tu en attrapes un et le lances. Le ballon frappe l'arceau et rebondit, disparaissant dans l'obscurité. Puis un grondement métallique vient de derrière toi, et quand tu regardes autour de toi, tu vois que 3 des panneaux à l'arrière sont tombés dans le gouffre. Tu avales ta salive et prends le deuxième ballon. Tu le lances, bingo! Le ballon tombe directement dans le panier, et le compteur passe à 1 sur 3. Le troisième ballon tombe aussi en plein dans le mille. Il ne t'en reste donc plus qu'un pour atteindre la pièce suivante. Confiant, tu lances le 4e ballon, et tu rates complètement le panier. La deuxième rangée de panneaux derrière toi tombe dans l'abîme, et il ne te reste plus qu'un ballon. Transpirant et tremblant, tu le lances. Il touche l'arceau et commence à rouler autour. Tu le vois comme au ralenti. Puis, il tombe à l'intérieur. Tu as réussi, le panier s'abaisse et d'autres panneaux s'élèvent devant toi, ouvrant la voie à la porte qui s'est ouverte de l'autre côté. Tu te diriges vers la dernière pièce. Une course d'obstacles t'y attend. Cette fois, la porte est grande ouverte. Mais un compte à rebours se lance et la porte se ferme lentement. Tu rassembles toute l'énergie qu'il te reste et tu traverses le parcours à toute vitesse. Tu avances sur des barres de singe, tu sautes de panneau en panneau, tu rampes dans un tunnel et tu escalades un mur. Tu ne sens plus tes bras et tes jambes, mais tu y arrives enfin. Tu glisses vers le bas et à droite vers la sortie. Tu te retrouves dans un sous-sol, vide, à l'exception d'une table avec une lampe et une enveloppe épaisse posée dessus. Tu ouvres l'enveloppe et trouves 10 000 € en liquide à l'intérieur, ainsi qu'une note écrite à la main. Elle dit « Merci d'avoir joué à mon petit jeu. Si jamais tu veux recommencer, appelle-moi. » Au moment où tu lis le dernier mot, la lumière s'éteint et tu n'entends qu'un sifflement avant de perdre conscience. Tu te réveilles dans ton lit et tu sursautes, regardant autour de toi, désorienté. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Mais tu remarques alors une enveloppe sur ta table de chevet. L'argent est là et la note aussi. Et au verso de la note, il y a un numéro de téléphone. Tu frissonnes, mais tu la ranges dans le tiroir. Pour le moment. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là. Elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air. Ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gympie Gympie est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches 1 an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gympie Gympie représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes.
Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gimpy Gimpy est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps. Plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gimpy Gimpy est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées. On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches. Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Nous venons de parler de certaines des plantes les plus dangereuses du monde, mais qu'en est-il des arbres? Un mancenillier pousse en Floride. Son tronc sécrète un jus toxique qui est dangereux pour la peau.
Mais cela devient bien pire pendant qu'il pleut. Quand l'eau tombe sur l'écorce, elle se mélange au poison. Ensuite, ces gouttes empoisonnées peuvent être expulsées de l'arbre et se retrouver sur ta peau. Les feuilles et les fruits contiennent aussi cette toxine. Donc, ne te cache jamais sous cet arbre par mauvais temps. Les champignons, les arbustes et les fleurs ne poussent pas non plus près de cet arbre. Les animaux ne s'en approchent jamais. Les oiseaux ne s'assoient jamais sur ces branches. Le mancenillier résiste à l'eau et aux températures élevées. N'essaie jamais de le brûler. La fumée qui se dégage lors de la combustion est toxique et dangereuse pour les yeux. Les habitants de la région marquent cet arbre avec des cercles rouges. Le danger peut se trouver partout. Les escrocs ont des techniques de plus en plus sophistiquées pour s'approcher de toi et t'arnaquer. Ils utilisent des objets variés, comme des enveloppes dans les voitures ou toutes sortes de trucs bizarres sur les capots, afin de cibler tout le monde, peu importe l'âge et l'origine. On va voir comment reconnaître les signaux d'alerte et ce qu'il faut faire dans ces situations. Il est tard. Tu gares ta voiture dans le parking du supermarché. Tu la fermes et tu pars faire tes courses. À ton retour, tu remarques que quelqu'un a enroulé un t-shirt autour de tes essuie-glaces. Dans ce cas, ne prends pas le temps d'enlever le t-shirt de ton essuie-glace. Au lieu de ça, installe-toi rapidement dans ta voiture et démarre. Cherche un endroit bien éclairé, si possible assez fréquenté, et là tu peux enlever le t-shirt. Il s'agit d'une escroquerie relativement récente utilisée par les criminels pour distraire les conducteurs seuls. En voyant le t-shirt ou le bout de tissu, tu prends normalement le temps de l'enlever. Pendant que tu fais ça, ils peuvent t'agresser, et qui sait ce qui se passerait ensuite. Si tu as des sacs de courses dans les mains, il vaut mieux ne pas les mettre dans le coffre. Tu te retrouves dans une position vulnérable et tu as tendance à être plus lent. Mieux vaut tout balancer à l'arrière et ranger lorsque tu es en sécurité. Encore plus angoissant, le coût de l'enveloppe. Imagine que tu retournes à ta voiture et tu trouves une enveloppe à l'intérieur. Tu es certain d'avoir tout fermé en partant, donc quelqu'un a réussi à entrer. Tout d'abord, premier réflexe de sécurité, prendre la voiture et s'en aller immédiatement. Ensuite, mieux vaut jeter l'enveloppe sans même l'ouvrir. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais imaginons que tu sois trop curieux et que tu l'ouvres. Il se peut que tu y trouves un message du genre « Madame, monsieur, nous avons testé la sécurité de votre voiture et les résultats sont décevants. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons ouverte. Merci de bien vouloir payer ce test et nous vous enverrons un agent pour vous aider à installer un système de sécurité plus performant. » Heureusement qu'ils n'ont rien pris. Jette l'enveloppe et oublie le message. Si tu payes les arnaqueurs, ils vont continuer dans leur lancée et faire probablement pire. Le mieux, c'est d'aller chez son propre mécanicien et faire contrôler ou remplacer son système de sécurité si nécessaire. Une bouteille d'eau sur le capot indique également un grave danger. Comme le tissu sur l'essuie-glace, c'est une façon de te distraire et te faire sortir de la voiture. Mais cette fois, c'est encore pire. Même si tu laisses la bouteille ou toute autre chose là où elle est, et que tu démarres tout de suite pour rentrer chez toi, tu cours probablement un gros risque. Ceux qui ont posé la bouteille sur ton capot ont probablement installé un traceur GPS sur ta voiture. Donc, si tu rentres chez toi, ils peuvent te suivre. Il vaudrait mieux trouver un endroit très fréquenté et chercher ce traceur GPS. Ou aller directement au commissariat et demander à la police de s'en occuper. Quand un étranger te demande de le prendre en photo et te donne son téléphone, n'accepte pas tout de suite. Si la personne en question a l'air suspecte ou antipathique, il vaudrait mieux refuser gentiment. C'est probablement une escroquerie. Elle te donne son téléphone, tu allumes l'appareil photo et tu remarques qu'il ne fonctionne pas. Impossible de prendre la photo. Tu rends le téléphone à la personne qui t'accuse de le lui avoir cassé. Elle te demande de l'argent et fait un scandale. Dans cette situation, il faut essayer de ne pas paniquer et de ne surtout pas céder. Mieux vaut partir calmement. Il faut faire comprendre à cette personne que tu n'es pas tombé dans le panneau. Et si la personne devient trop agressive, à toi d'appeler la police. Les voleurs peuvent mettre des flyers, des journaux ou des autocollants sur ta porte. Ils peuvent aussi insérer des morceaux de papier ou des petits morceaux de plastique dans l'interstice de la porte. S'ils voient que tu ne les enlèves pas tout de suite, ils comprennent que tu n'es pas chez toi. C'est comme ça qu'ils marquent les appartements qui sont faciles à cambrioler. Après tout, il est plus sûr d'entrer dans un appartement vide.
Donc, dès que tu vois quelque chose d'étrange sur ta porte, enlève-le tout de suite. Si un flyer ou un marque-page reste sur ta porte pendant 1 ou 2 jours, les voleurs savent que tu n'es pas chez toi. Bien évidemment, ça peut être de vraies pubs, mais il faut quand même t'en débarrasser. En plus des flyers, tu peux te retrouver avec d'étranges signes sur ta porte ou sur ta maison. Des numéros, des croix ou d'autres symboles. Les cambrioleurs marquent les maisons qu'ils veulent cambrioler au moyen de cette technique. Si tu vois ces signes, mieux vaut appeler la police. Tu rentres à la maison après le travail et tu remarques que tu n'as presque plus d'essence. C'est bizarre, tu avais fait le plein récemment. Tu t'arrêtes à une station-service et tu demandes au mécanicien de contrôler s'il y a une fuite dans ton réservoir. Entre-temps, des voleurs sont peut-être en train de te cambrioler chez toi. Ils ont volontairement vidé ton réservoir pour que tu perdes du temps à la station. Ils ont alors tout le temps de bien fouiller. Si tu es certain d'avoir fait le plein récemment et qu'on t'a siphonné ton essence, il vaudra mieux appeler tes voisins et leur demander de contrôler ton chez-toi. Les cambrioleurs sont aussi capables de mettre en scène un accident pour te faire sortir de chez toi. Méfie-toi. S'il y a réellement un accident, appelle les pompiers. Méfie-toi aussi des appels téléphoniques répétés où l'interlocuteur ne parle pas. S'ils t'appellent souvent, c'est peut-être qu'ils t'ont à l'œil pour un éventuel cambriolage et ils veulent savoir si tu es chez toi. Assure-toi toujours que le compteur du taxi fonctionne quand tu en prends un. Si tu t'assois et que le chauffeur te dit que le compteur ne marche pas, mieux vaut sortir et prendre un autre taxi. Le chauffeur pourrait te demander bien plus que le tarif normal sans compteur, surtout si tu n'es pas du coin. Ta voiture s'arrête en pleine route. Tu appelles donc une dépanneuse. 5 minutes plus tard, un camion passe et te propose de l'aide. Il vaut mieux décliner poliment. Oui, tu vas devoir attendre plus longtemps, mais tu ne vas pas devoir payer plus cher. Il existe des sociétés qui profitent des pauvres conducteurs en difficulté perdus au milieu de nulle part. Cet aimable inconnu va probablement garder ta voiture en otage jusqu'à ce que tu payes le double du tarif normal. Si tu ne sais pas si la dépanneuse qui vient d'arriver est celle dont tu avais demandé l'assistance, rappelle le service et demande-leur de te donner la plaque d'immatriculation de celle qu'ils t'ont envoyée. Si tu dois choisir une place de parking, mieux vaut éviter celle qui se trouve à côté de véhicules plus gros que le tien. Tu deviens facilement une proie pour les criminels, puisque tu es caché derrière un van ou derrière un camion. Quand quelqu'un t'appelle de la part de ta banque, sache qu'aucun employé ne te demanderait jamais ton numéro de compte, ton code PIN ou le code OTP que tu reçois sur ton téléphone. Si on te demande ça, raccroche et appelle ta banque par toi-même. Utilise le numéro qu'il y a sur leur site. La seule façon sûre de payer quelque chose en ligne, c'est d'utiliser ta carte de crédit ou un e-wallet de confiance. Si on te demande de payer avec une méthode peu commune, comme avec un voucher, une carte cadeau ou un transfert sur un autre compte avec ton appli bancaire, il s'agit très probablement d'une escroquerie. Un vrai magasin en ligne ne te demanderait rien de tout ça et il t'enverrait une facture électronique après la transaction. Waouh, tu es au cœur du désert du Sahara. Tu vas participer à un marathon. Depuis ce point, tu dois marcher 950 km vers l'est jusqu'au point de rendez-vous. Tu veux te prouver à toi-même que tu peux survivre dans n'importe quelle condition. La pleine mer, les terres glacées de l'Antarctique, la jungle amazonienne. Tu as été partout. Et maintenant, c'est au tour du désert brûlant. La clé du succès de toute expédition est la préparation. Tu prends donc un grand sac à dos rempli des affaires nécessaires. Une petite hache pour couper les branches sèches, une boussole, un sac de couchage. Tu ne peux pas compter sur le GPS car la connexion peut être perdue dans le désert. Des allumettes, une trousse de premiers secours, des comprimés de purification d'eau, une lampe de poche. Tu as aussi besoin d'un foulard, d'un bandana, de lunettes étanches qui protégeront tes yeux du sable et de vêtements légers qui peuvent couvrir tout ton corps. Un imperméable ou une tente te sera également utile. Tu as besoin de tout cela pour protéger ton corps du sable et des rayons du soleil. Pour la même raison, tu emportes aussi des gants. Tu ne peux pas manger des aliments trop nutritifs. Pour les digérer, ton corps aura besoin de beaucoup d'énergie et de liquide. Or, ce sont les choses les plus importantes et les plus rares dans le désert. Les barres diététiques ou les fruits secs sont d'excellentes options. Il te faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau.
Il est plus sûr d'emporter plusieurs petites bouteilles qu'un seul grand récipient. Si ce récipient s'abîme, tu te retrouveras sans eau. Tandis que si tu as plusieurs bouteilles, tu réduis ce risque. Ton sac à dos est plein et tu es prêt à commencer ton périple. Un hélicoptère te dépose au milieu du désert. Tout d'abord, tu lubrifies tes narines avec une crème hydratante. C'est nécessaire pour éviter que les muqueuses ne sèchent. L'air chaud peut te brûler le nez et tu ne veux pas respirer par la bouche pour ne pas perdre la précieuse humidité qui y règne. Tu marches quelques mètres et tu t'arrêtes. Ce serait une erreur de voyager dans un endroit aussi chaud pendant la journée. Tu vas commencer à transpirer et perdre beaucoup de liquide. Or, tes réserves d'eau sont limitées. Le moment idéal pour voyager est le soir et la nuit. À ce moment-là, il fait froid. Tu auras besoin de bouger davantage pour te réchauffer. Tu trouves donc un vieil arbre abattu et tu y attaches un auvent. Tu as créé une ombre, ce qui signifie que ton lieu de repos est prêt. Il est important de bouger le moins possible pour économiser ton énergie. Tu ouvres ta carte et sors ta boussole. Puis tu vérifies l'itinéraire, tu regardes autour de toi et tu étudies le paysage désertique pour pouvoir t'y orienter plus facilement. Tu veux boire de l'eau mais tu t'arrêtes. Il est préférable de ne pas boire pendant 24 heures pour que ton corps passe en mode survie. Tu fermes les yeux et t'endors. Le sable te souffle au visage. Tu te lèves et tu vois qu'une tempête de sable s'approche. L'arbre près duquel tu as dormi semble trop fragile. Il ne résistera pas à la tempête. Tu as besoin d'un abri de toute urgence. Tu mets tes lunettes, tu attaches le foulard autour de ta tête et tu l'humidifies pour faciliter ta respiration. Si tu n'avais pas d'écharpe, tu devrais couvrir ton visage avec tes mains. Toutes les parties de ton corps doivent être protégées par des vêtements. De minuscules grains de sable entrent en collision avec ta peau à grande vitesse. Malgré la protection, tu en sens quelques-uns sur ton visage. Il n'y a pas d'abri où tu puisses te cacher à proximité. Cela pourrait être une grosse pierre, un arbre, mais rien. Tu dois maintenant trouver une colline. Pendant la tempête, les grains ne font pas que voler, ils rebondissent aussi sur le sol et les uns sur les autres. Lorsque tu es sur une colline, la plupart des grains de sable tombent le long des pentes et tu es plus ou moins épargné. Tu dois rejoindre un terrain élevé dès que possible, car il est difficile de se déplacer dans de telles conditions. Tu perds trop d'énergie, tu dois même marcher à reculons, le dos tourné au vent pour protéger ton visage. La tempête se renforce. Mais heureusement, tu es déjà en train de t'élever. Tu te retrouves sur une petite colline sablonneuse. Tu enroules ta tente autour de ton corps et tu attends. Fatigué, tu t'endors à nouveau. Quelques heures passent, tu ouvres les yeux et tu entends le silence. La tempête est passée. Tu retires la tente, secoues le sable et inspectes les environs. Le soir se rapproche, le soleil n'est plus aussi chaud. Tu sors ta boussole et ta carte pour vérifier l'itinéraire. Mais l'instant d'après, tu découvres que la tempête de sable a complètement transformé le paysage environnant. Il est difficile de se diriger à l'aide de la carte lorsqu'il n'y a pas de point de repère familier. Tu peux facilement t'écarter du chemin et te perdre. Tu ne sais pas trop où aller. Mais tu as de l'eau et de la nourriture et d'autres personnes savent approximativement où tu te trouves. Dans ce cas, il est préférable pour toi de rester où tu es. Ils commenceront à te chercher et finalement te trouveront. Tu ne gaspilleras pas ton énergie et tes réserves. Mais tu regardes la boussole, la carte, et tu décides d'aller vers l'est. Tu es ici pour terminer le marathon, quoi qu'il en coûte. La nuit est assez froide, mais le mouvement constant t'aide à rester au chaud. Tu vérifies tes poches et t'aperçois que tu as perdu tes allumettes pendant la tempête. Puis tu vois un arbre sec devant toi. Tu coupes quelques-unes de ses branches et les attaches à ton sac à dos. En marchant, tu laisses des marques sur le sable. Ce sont les branches auxquelles tu as attaché des morceaux de tissu et que tu plantes dans le sol à intervalles réguliers. De cette façon, tu peux aider les sauveteurs à te retrouver si tu n'arrives pas au point de rendez-vous. C'est déjà l'aube. Le soleil est brûlant. Tu trouves un autre arbre, crées une ombre à l'aide de la tente, bois un peu d'eau et t'endors. La nuit venue, tu coupes les branches de l'arbre et tu erres à nouveau dans le désert. Il semble que tu sois perdu. Ton eau s'épuise plus vite que prévu. Tu grignotes une barre énergétique et ton corps réclame encore plus d'eau. Le plus important dans cette situation est de rester calme. La panique draine ton énergie. Tu essayes d'imaginer que le désert est ta maison et que tu le connais parfaitement. Cela te procure force et confiance. Tu trouves les ruines d'un vieux bâtiment et tu te caches dans son ombre. Ensuite, tu mets les branches en un seul tas et tu y mets le feu avec un miroir. Tu as besoin du feu pour que les sauveteurs remarquent la fumée. Malheureusement, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole dans le ciel. Tu continues ton chemin la nuit suivante et tu découvres qu'il ne te reste qu'une seule bouteille d'eau. Tu essayes de manger le moins possible pour que ton corps ne gaspille pas d'énergie à digérer les aliments.
Cela te rend plus faible. Ton objectif est maintenant de réapprovisionner tes réserves. Pour ce faire, tu dois attendre l'aube. Ensuite, tu regarderas le ciel, tu trouveras les nuages et tu iras dans cette direction. Là où il y a des nuages, il devrait y avoir de la vie et de l'eau. Mais très vite, tu comprends que le soleil est trop chaud. Tu as fait à nouveau de l'ombre. Épuisé, tu t'allonges et t'endors rapidement. Le soleil a changé de position et brille maintenant droit sur toi. Sa chaleur te réveille, tu n'as plus d'eau, tu te lèves et cherches des pierres ou de la végétation. Tu peux obtenir un peu de liquide à partir de l'herbe, des plantes ou des buissons. Après les pluies, l'humidité reste longtemps sous les pierres, retourne-les et vérifie, mais avec précaution. Des scorpions, des serpents et des araignées peuvent s'y cacher. Tu dois aussi inspecter le sable pour trouver des traces d'animaux ou d'insectes. Les animaux vont toujours vers les sources d'eau et tu dois les suivre. Mais sois très attentif, il peut s'agir de traces de guépards ou de lycaons. Tu es trop faible pour te défendre contre eux. Tu dois repérer les animaux de loin et attendre qu'ils aient bu en premier. Tu trouves des empreintes de pas. Un groupe de hyènes tachetés marche au loin. Tu les suis lentement. Elles te mènent à une oasis. Tu attends pendant quelques heures qu'elles aient fini de boire. Finalement, elles quittent l'endroit et tu peux étancher ta soif à ton tour. N'oublie pas de mettre des tablettes de purification dans l'eau, mais même si tu ne les as pas, tu devrais quand même boire. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire. De plus, il est important de ne pas boire trop d'eau d'un coup. Ton corps est épuisé et ne peut pas assimiler une grande quantité de liquide rapidement. Tu bois donc lentement, par petites gorgées. Tu as l'impression de pouvoir faire cela pendant des heures. Ensuite, tu manges et verses de l'eau dans tes bouteilles. N'ayant plus faim, te sentant satisfait et heureux, tu t'endors à nouveau. Un bruit te réveille. Un hélicoptère. Il vole juste au-dessus de toi. Tu cries et agites les mains. Mais les sauveteurs ne te remarquent pas. Il est trop tard pour faire un feu. L'hélicoptère s'en va. Réfléchis, réfléchis. Tu sors ton miroir, attrapes un rayon de soleil et le diriges vers l'hélicoptère. Les sauveteurs t'ont remarqué. Tu es sauvé. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère,
N'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère.
Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver.